Il y a plein de mangas qui ont eu des adaptations en comédie musicale et même pas d'animé. Début d'année, ils ont même fait une comédie musicale sur Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, à quoi une comédie musicale de JoJo's Bizarre Adventure? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on requitte un peu l'Europe parce que ça faisait quand même longtemps, ouais, plus ou moins, et on repart au Japon. Ouais, comme à chaque fois qu'on sort de l'Europe, quoi. Dis-moi, Broadway, ça te parle? Vous l'attendiez, Ou pas? aujourd'hui on va reparler de Black Butler. Encore? T'as déjà fait une vidéo de 1000 ans sur cette pièce, qu'est-ce que t'as encore à dire dessus? Effectivement, je vois que tu as été attentif, mais si vous avez été vraiment attentif, vous auriez aussi noté que la pièce que j'ai analysée dans ma précédente vidéo sur Black Butler n'était que le début d'une petite série, ou la moitié, ça dépend comment on voit les choses. En effet, Licorice d'Albesiers, mon magnifique accent anglais, donc la pièce de ma précédente vidéo, est le troisième Kuromyu, sans compter les remakes sur 6. Et pourquoi j'ai décidé de principalement parler de la troisième pièce à la base et pas de la première? Parce qu'elle a été la première à suivre un arc du manga et surtout à nous présenter quelque chose de décent. J'ai parlé d'arc de manga. Faut effectivement savoir que Licorice n'est pas qu'une simple comédie musicale japonaise. Elle est surtout l'adaptation en comédie musicale d'un manga très connu au Japon et qui a également de nombreux fans en France. Quand je dis très connu, c'est du level à avoir eu des adaptations en anime, en film, en jeu vidéo, des expos lui étant dédiés, bref, on n'est pas sur du manga de pacotille. Et si la première pièce, la troisième du coup, s'était enfin décidé à adapter l'histoire originale en mettant en scène son premier arc, ce n'était pas pour s'arrêter en si bon chemin, puisque comme je l'ai mentionné, l'histoire a continué sur sa lancée avec à ce jour 3 suites à son actif. Je sais, autant de budget et d'énergie pour un manga, ça peut paraître étonnant, mais bon, on a bien des dessins animés et des films sur Tintin, les Schtroumpfs et d'Astérix Obélix. Ces derniers ont même un putain de parc d'attraction, alors bon, Ciel et Sébastien sont un peu les Astérix et Obélix du Japon. Est-ce que j'exagère? Probablement. Tout ça pour dire qu'au Japon, un pays où la culture du manga et de la comédie musicale sont omniprésentes, avoir des comédies musicales adaptées de manga était presque inévitable. Oh non, vous n'avez pas idée du nombre de mangas qu'ils ont adaptés en musical. Mais ça, j'en parle dans ma première vidéo sur Black Butler, vidéo que je vous conseille d'ailleurs très fortement d'aller voir avant de regarder celle-ci, surtout si vous n'avez pas vu la comédie musicale dont je parle, étant donné qu'on va aujourd'hui parler de sa suite directe. Une suite qui adapte un autre arc et qui met en scène nos personnages dans une aventure n'ayant plus rien à voir avec la précédente, certes, mais suivant toujours le même fil conducteur. De toute façon, parce qu'ici on fait les choses bien, tu passes ta vie à tout résumer alors. Certes. Bah, après tout, vous faites ce que vous voulez. Faudra pas dire que je vous aurais pas prévenu. Nous voici donc partis pour l'analyse de Kuro Shizuji Noah's Arc Circus. Et oui, je sais, j'ai toujours un magnifique accent. Mais bon, c'est du japonais là. Vous voulez que je le dise comment? Kuro Shizuji Noah's Arc Circus. Ou alors peut-être Kuro Shizuji Noah's Arc Circus. Oh, sa mère, c'est cringe. Je vais couper ça au montage. Noah's Arc Circus est une comédie musicale japonaise réalisée par Mori Nobuhiro et composée par Wada Shunsuke. Elle est adaptée du manga Kuro Shizuji, écrit et dessiné par Tobozo Yana. Elle dure environ 2h40. Bon Dieu que c'est long. Et est jouée pour la première fois fin 2016 au Tokyo Dome City Hall. Sans compter les reboots, elle est la 4e comédie musicale d'une série de 6 et la 2e sur 4 suivant directement l'histoire du manga. Elle gardera certains comédiens déjà présents dans la pièce précédente comme Furukawa Yuta qui avait précédemment repris le rôle de Sébastien après Matsushita, Sakada Shiori, Kawaharada Takuya et Washio Noboru pour nos 3 serviteurs, Teruma pour William T. Spears et Izumi Shuhei qui gardera son rôle de Undertaker et ce depuis les toutes premières pièces. Mais ce qu'on pourra surtout noter, c'est le changement d'acteur pour Ciel. Comme à chaque fois en fait. Cette fois incarné par Uchikawa Reo. Et c'est la première fois que Ciel sera incarné par un comédien aussi jeune puisque Reo n'aura alors que 12 ans au moment de la pièce. Quasi le même âge que son personnage en fait, Ciel ayant pour sa part 13 ans. Mais assez de théories et venons-en en fait, Black Butler, de quoi ça parle? Le manga raconte l'histoire de Ciel, un jeune aristocrate londonien de l'époque victorienne dont la famille s'est fait décimer dans un incendie criminel. Suite à ce tragique événement, Ciel se fait enlever par une secte voulant se servir de lui comme agneau sacrificiel pour invoquer un démon. Sauf que, une fois le démon invoqué, Ciel fait un pacte avec lui et lui demande alors de buter les gens de la secte.
Mais plus concrètement, en quoi consiste ce pacte? Le démon en question, que Ciel appellera Sébastien, doit lui donner son pouvoir afin d'aider Ciel à parvenir à démasquer le coupable de la chute de sa famille et à se venger. Sa vengeance, c'est désormais la seule raison d'exister du jeune garçon, car une fois accompli, le démon pourra alors dévorer son âme qui, d'après ses dires, a l'air particulièrement délicieuse. Ciel reviendra alors dans le monde avec un nouveau majordome à ses côtés et reprendra les affaires de sa famille, à savoir d'une part, l'entreprise familiale, et d'une autre part, les affaires sordides que la reine lui confiera alors personnellement. Parce que la police de ce manga, comme dans toutes les histoires de fiction, ne sert absolument à rien. Et c'est au travers de ces enquêtes que Ciel essaiera de trouver des indices sur ce qui est arrivé à sa famille et que l'histoire se créera. Le premier arc nous met directement dans l'ambiance en réinterprétant l'histoire de Jack l'Éventreur, sur qui Ciel et Sébastien devront enquêter. Mais assez de Jack l'Éventreur, puisque l'arc qui nous intéresse aujourd'hui raconte une nouvelle histoire, cette fois inventée de toutes pièces, l'histoire du cirque de l'Arche de Noé, à savoir le deuxième arc principal du manga. L'Angleterre est à nouveau tourmentée. En effet, des enfants disparaissent dans plusieurs villes du pays et la police n'arrive pas à trouver le coupable, comme c'est étonnant. Or, il se trouve que les fameuses disparitions coïncident avec les tournées d'un cirque ambulant. Les deux seraient-ils liés? C'est ce que la reine va demander à Ciel de vérifier en enquêtant sur le cirque en question, le cirque de l'Arche de Noé, justement de passage à Londres. Ciel et Sébastien devront alors tenter de s'infiltrer dans la troupe afin de voir ce qu'il en est. Et nos deux amis ne seront jamais au bout de leur surprise. J'ai précisé arc principal car, comme dans beaucoup d'histoires, le manga comprend de nombreux sous-arcs prenant souvent place entre deux arcs principaux, des arcs plus courts et ayant un impact bien moindre, voire même nul, concernant l'avancement de l'histoire principale, qui ne se sont alors pas pris la peine d'adapter en comédie musicale. Mais est-ce que l'histoire qui nous sera présentée sera toujours compréhensible sans les sous-arcs en question? C'est ce que nous allons voir juste après le résumé de la pièce. Tu l'as déjà fait le résumé de la pièce. Ah bah oui, c'est vrai. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La pièce commence sur Sharp Hanks et Fred Aberline déguisés en clown qui... wait, what? La pièce commence sur la scène de la cage. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle continue de torturer mon âme? Ils en ont pas assez de me faire du mal. Laisse-moi en paix, scène du démon. D'accord, je l'ai déjà avoué et je l'avoue encore en toute objectivité. Cette satanée scène de la cage qui nous poursuit partout tout le temps est le meilleur moyen d'introduire l'histoire, mais elle a déjà été introduite l'histoire dans la pièce précédente. C'est le principe d'une suite. On est déjà censé connaître les personnages là. On est déjà censé savoir la base de l'histoire. On est déjà censé avoir vu cette scène de la cage. Bon, on va se calmer un peu et tenter d'expliquer sa présence. Certes, cette scène décrivant la rencontre entre Ciel et Sébastien et expliquant les raisons d'agir de Ciel était dans cette suite carrément indispensable, puisqu'on y a déjà eu droit précédemment, mais cette scène de la cage nous rappelant l'origine story du manga, plus que pour vraiment nous aider à nous souvenir d'un truc que personne n'aurait pu oublier, on va pas se mentir, est surtout là pour nous remettre dans l'ambiance. Je veux dire, la base de Black Butler, c'est ça. Cette scène, c'est le début de tout. Alors évidemment que les spectateurs ne l'ont pas oublié, et c'est en toute connaissance de ce fait qu'ils ont décidé d'à nouveau commencer la pièce par ça malgré tout. Dans ce sens, même si ce passage décrit la même chose, on pourra noter une très claire différence dans la mise en scène entre Lycoris et Circus. Dans Lycoris, comme je l'ai déjà mentionné dans ma précédente vidéo, cette scène est un crescendo. On commence par quelque chose de très calme, énigmatique, là où dans Circus, on a directement une musique qui pète un peu plus. Pareil au niveau de la première interaction entre Ciel et le démon. Dans Lycoris, il n'y a quasiment plus de musique, et en ce qui concerne Sebi, le spectateur peut juste entendre sa voix, très calme, très posée, qui fait résonner chacune des paroles qu'il prononce, comme des enclumes qu'on balance à la mer. Le tout est présenté de manière très solennelle, de sorte à véritablement faire comprendre au spectateur l'importance de ce qui est en train de se passer. Dans Noah's Ark Circus, déjà, Sébastien est visible immédiatement après avoir été invoqué, et le tout s'enchaîne beaucoup plus dynamiquement, suivant le rythme de la chanson et s'inscrivant naturellement dans la mise en scène, comme si l'apparition du démon et le contrat que passe Ciel avec lui ensuite n'étaient ni plus ni moins qu'un enchaînement de suites logiques. Quelque chose dans aucun cas surprenant ou choquant, comme ça pouvait l'être au moment où on entend la voix de Sébastien la première fois dans Lycoris. Et en effet, ici ça ne l'est plus. Ces deux scènes qui peuvent sembler au premier coup d'œil très similaires n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, de par leurs fonctions totalement opposées. On a d'une part une scène qui est là pour raconter une histoire au spectateur, et d'une autre part une scène qui est là pour poser une ambiance et éventuellement remettre un certain contexte.
Et le plus beau, c'est que chacune des deux scènes nous en met plein la vue, mais à la manière qui lui sied. Ici, plus besoin de passer par 4 chemins en faisant du suspense. Le spectateur sait ce qu'il s'est passé, il connaît l'histoire. Le but n'est plus d'expliquer des faits au travers d'une mise en scène et d'une chanson stylée, mais à l'inverse, de présenter une première mise en scène et une chanson stylée au travers de faits emblématiques connus. Et si elle ne s'attarde pas autant sur les choses que dans la première pièce, on passe quand même d'une scène de 8 minutes 41 pour Licorice à une scène de 6 minutes 21 pour Circus, soit quand même 2 minutes 20 de différence. La scène en profite, cela dit, pour tourner les choses de manière à se rapprocher encore plus de ce qui s'est passé en apportant des complémentarités à ce qui avait été décrit dans la pièce précédente. En fait, c'est un peu un DLC de la scène de la cage. Bon, elle doit quand même mentionner les trucs les plus importants de l'histoire, mais sinon elle vient pas te répéter avec autant de détails que la première fois ce que tu sais déjà, et t'apporte même quelques complémentarités de manière brève, efficace et cohérente. Exemple, dans Black Butler, c'est Ciel qui appelle Sébastien comme ça. Je veux dire, Sébastien, c'est pas son nom de démon. Je sais même pas s'il en a un. Bref, dans Licorice, on a Ciel qui s'adresse à Sébastien, démon. Non. Sébastien Michaelis. Enfin voilà, je trouve ça un peu ridicule. Tandis que dans Circus, on a Ciel qui demande à Sébastien comment il s'appelle. Sébastien lui dit « Je prendrai le nom qu'il te siera ». Et Ciel lui dit « Très bien, dans ce cas, ton nom sera Sébastien Michaelis ». Simple, clair, précis. Et aussi beaucoup moins cringe. Rendant le tout, pour dire les choses clairement, incroyablement stylé. Car clairement, cette scène n'est pas là pour faire de la figuration. L'ambiance est folle, la musique est entraînante, les mouvements des danseurs sont précis, et c'est sans parler du final. Bref, une première scène qui envoie du lourd. Elle voulait nous mettre dans l'ambiance? Ben clairement, c'est réussi pour le coup. Moi je vois une comédie musicale qui commence comme ça, j'ai qu'une envie, rester dans la salle pendant 5 heures. C'est un peu le même principe pour la scène qui suit, qui va poser le contexte de l'environnement dans lequel Ciel évolue, à savoir dans sa maison de fou, en profitant pour nous présenter rapidement les serviteurs et leurs frasques, mais également pour nous introduire Soma et Agni. T'es vraiment dégueulasse. Les deux amis de Ciel rencontrés dans le sous-arc prenant place entre l'arc de Jack l'Éventreur et celui du cirque. Un sous-arc pas assez long ni assez important pour être adapté en comédie musicale, mais qui apporte quand même des choses pour la suite, genre en l'occurrence des nouveaux personnages. Et du coup, va falloir trouver un moyen de les introduire ces personnages. T'es vraiment dégueulasse. Et même si c'était une bonne idée de le faire dans la scène qui lance un peu l'histoire, vu que c'est la première scène qui se place dans le présent, je trouve que c'est fait de manière un peu maladroite quand même. Dans le sens où, vu qu'on a aucune idée d'où ils sortent, c'est Sébastien qui doit directement l'expliquer au spectateur en brisant le 4e mur, chose qu'il n'avait jamais vraiment faite jusque là, à part peut-être au moment où il présente les serviteurs, même si là j'ai plus l'impression qu'il se parle à lui-même pour le coup. Après bon, le fait qu'il brise un peu le 4e mur n'est pas vraiment gênant. Ce qui me gêne surtout, c'est qu'ils sont présentés tellement à la va-vite que leur identité et leur rapport avec Ciel n'est pas forcément super clair pour tout le monde. Je sais pas quoi, à la place ils auraient pu... je suis pas scénariste moi, ok? Bon, même si leur présentation est un peu en mode balèze-tech, au moins elle rend clair le fait que ce sont des nouveaux persos et que les spectateurs ne soient pas censés les connaître. Et même si les choses peuvent être un peu confuses, le spectateur n'en est en aucun cas perdu pour la suite. Enfin, j'espère. Tout ça pour dire que même si c'est une suite, la mise en scène te lâche pas dans la nature comme ça et prend quand même le temps de poser le décor, non pas comme juste un rappel inutile, mais comme une véritable valeur ajoutée avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui bon, si tu entrais dans le vif du sujet, t'as beau prétendre détester la scène de la cage, ça fait au moins 2 vidéos que tu passes 3 millions dessus, donc bon. Oui bon, hein, faut bien que je fasse mon travail moi. Bref, puisque je constate ici une certaine impatience, n'y allons pas par 4 chemins et passons directement à ce qui est pour moi le meilleur passage de la pièce en termes de mise en scène, et même mon passage préféré, tout Kuromyo confondu, la scène de présentation du cirque. Ah oui tiens, cette pièce parle d'un cirque à la base. J'avais presque failli l'oublier. Si la scène de la cage, on avait tellement fini par la connaître que cette fois le suspense n'était pas de mise, la grosse nouveauté de cet arc, THE élément autour duquel tourne l'histoire, c'est ce fameux cirque dont on nous parle depuis le début de la pièce sans nous en avoir montré la couleur. Ah ça se sentait, il voulait marquer le coup. La scène commence avec un nouveau personnage qui semble faire un peu office de Monsieur Loyal, une sorte de chef de troupe qui accueille les spectateurs et leur présente le show. Pendant qu'il parle, la scène est noire et lui seul est éclairé. Lorsqu'il a fini son discours, la musique commence, relativement calmement, un moment pendant lequel on voit le nom du cirque s'illuminer dans un suspense insoutenable. On se demande ce qu'il se cache derrière ce nom, ce que ces lumières vont nous dévoiler. Puis, une brève coupure, et la mélodie s'emballe en même temps que les lumières s'allument complètement pour dévoiler devant nos yeux ébahis la troupe du cirque. Chacun en position, comme posant sur une affiche promotionnelle, prêt à nous offrir leur plus beau numéro. Et là, je crois que des images valent 1000 mots pour exprimer mon émerveillement face à cette scène que je regarde en boucle rien que pour le plaisir. Le début, où on ne sait pas à quoi s'attendre,
la montée en puissance de la musique, le moment où tout s'allume pour nous dévoiler un véritable spectacle de cirque. Sérieusement, en voyant ça, je n'ai plus l'impression d'être dans un théâtre, mais sous un authentique chapiteau. Franchement, j'ai jamais vu un truc pareil, ce sont des zinzins les mecs. Ce qui m'émeut le plus, c'est de repenser à comment étaient les Kuromyo à la base. Comment ça a pu grandir pour en arriver à une comédie musicale qui nous montre des trucs comme ça. Parce qu'après c'est pas fini hein, on a droit à un véritable show pendant toute la chanson. Il manquait plus que du vrai feu et un véritable tigre et on était bon hein. Voilà, c'était mon petit moment fanboying, mais je ne pouvais décemment pas parler de cette pièce sans parler de ce passage qui me met à chaque visionnage des étoiles plein les yeux. Mais concentrons-nous maintenant sur la mise en scène de manière plus générale. Entre le manoir des Phantom Hive, la résidence secondaire de Ciel, la scène du cirque, les tentes de la troupe et j'en passe, il y a dans cette scène beaucoup de changements de lieu. C'est l'utilisation de ce que je vais appeler des sortes d'échafaudages, que j'avais notamment mentionné dans mon musical remake sur Roméo et Juliette, qu'ils peuvent bouger à leur guise, sur lesquels ils peuvent aussi placer différents accessoires et décors. Et on l'aura vu avec l'enseigne du cirque, les décors sont vraiment très travaillés. Avec des trucs pareils, le résultat ne pouvait être que réussi. On sent vraiment une volonté, bien sûr, de nous présenter des mises en scène intéressantes, mais surtout d'arriver à transporter le spectateur à travers les différents endroits du manga. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Grâce à ces décors et accessoires, mais aussi grâce à des jeux de lumière qui nous font tout de suite comprendre si on est dehors, sous une tente, si c'est la nuit, s'il fait froid. Et puis bien sûr, on a aussi la projection, utilisée pour mettre l'accent sur un élément en particulier n'étant pas visible pour le spectateur, ou pour donner l'illusion d'une action précise. Le tout est ainsi rendu un maximum crédible et réaliste par rapport à ce qu'il se passe dans le manga. On sent qu'ils n'ont qu'une envie, qu'une volonté, que le spectateur y croit et ça marche. On n'est pas là face à une mise en scène très profonde ni très philosophique comme ça peut être le cas dans certaines autres pièces. Mais cela veut-il dire qu'elle est simpliste pour autant ? Loin de là. Toujours dans le respect de l'œuvre originale, la pièce est parsemée de petits détails allant d'éléments anodins comme le chapeau de ciel qui s'envole à la fin de la pièce, à des références à la pièce précédente, nous rappelant qu'on est bien dans une seule et même continuité, ou au contraire, à des choses qui auront leur importance dans la suite de l'histoire. Les pièces ont beau chacune mettre en scène un arc en particulier, arc n'ayant a priori pas grand lien les uns avec les autres, ils sont tous connectés par un seul et même fil conducteur, une seule et même histoire, la vengeance de Ciel. Et ça, les comédies musicales ne l'ont pas oublié et, loin de faire l'impasse dessus, elles teasent les fans en décidant de garder une simple phrase, un simple mouvement, qui aurait été complètement éclipsé si, sans même qu'on s'en aperçoive, il ne servait pas en réalité la véritable histoire de Black Butler. Cette pièce a profondément compris l'œuvre qu'elle adapte, elle sait de quoi elle parle, contrairement à d'autres adaptations, et ça se voit. Et si sa mise en scène est réussie, c'est surtout grâce à ça. Après, on est quand même dans une comédie musicale. Plus que simplement voir une histoire, les spectateurs veulent du show. Et chaque scène ne peut malheureusement pas être aussi grandiose que la scène d'intro du cirque. C'est pourquoi la plupart des chansons sont accompagnées de chorégraphies, n'en faisant pas de simples passages où les personnages nous racontent leur vie, mais de véritables petits spectacles. Ce qui rend le tout plutôt sympathique et plutôt satisfaisant à regarder, on va pas se mentir. Et puisqu'on parle de chansons... Pour moi, les chansons de Noah's Ark Circus ont un gros point fort, leur diversité. Des solennelles, des violentes, des dramatiques, des comiques, bref, il y a vraiment de tout et encore une fois, ça retranscrit bien l'ambiance du manga, qui a quand même une histoire assez tragique mais qui est pourtant parsemée d'humour. Et puis cette mixité dynamise les différents passages, ceci également grâce à leur composition, qui s'inscrit toujours très bien avec la mise en scène, comme j'ai pu l'évoquer avec Contract, la chanson de la scène de la cage. Une chanson dramatique, beaucoup plus violente et moins énigmatique que la chanson de la cage de Licorice. Elle a parfaitement compris la fonction de la scène qu'elle sert, ralentit quand il faut ralentir, pète quand elle doit péter, etc. Et c'est comme ça pour toutes les chansons, leur ambiance, leur mélodie, leurs paroles servent complètement ce qu'il est en train de se passer et illustrent toujours à la perfection le personnage qui la chante. Si bien que quand on écoute telle ou telle chanson, on n'est pas juste en train d'écouter une chanson, on est directement transporté dans... Ouais bon, ces chansons de comédie musicale remplissent leur rôle de chansons de comédie musicale quoi. Waouh. Plutôt que de nous balancer des évidences, si tu nous parlais un peu des chansons d'introduction de personnages, je veux dire, avec toute la troupe du cirque qui a débarqué dans l'histoire, tu dois avoir de quoi faire, non? Eh bien, justement, des chansons d'introduction de personnages, il n'y en a pas en tant que telles, du moins pas vraiment. Par exemple, Contract introduit plus la pièce que vraiment les personnages en eux-mêmes. Pareil pour la chanson des serviteurs. Encore une fois, elle est bien plus dynamique que celle de Licorice et a plus pour but de poser le contexte que d'introduire qui que ce soit. Même Soma et Agni n'ont pas de chanson d'intro, puisque c'est Sébastien qui les présente plus que la chanson en elle-même. Ouais bon, ce sont quand même les chansons qui introduisent les personnages dans la pièce.
En gros, ce sont des chansons à plusieurs comme dans Licorice quoi. En gros, ouais, un peu, même si on sent que c'est clairement plus pour introduire la situation que les personnages. On sent qu'il n'y a plus une aussi grande volonté de les présenter vu que, bah, on les connaît déjà les personnages. Idem pour William. Oui, le voir débarquer en parlant des Shinigami au KLM devant tout le monde nous fait comprendre sa véritable identité, qui, honnêtement, pour ceux qui ont vu Licorice, n'est un secret pour personne. Mais les paroles de sa chanson nous font surtout comprendre que dévoiler aux humains l'existence des Shinigami, il en a rien à faire, élément ayant plus ou moins son importance dans le scénario. Parce que ouais, si t'as aucune idée de qui est William, ni de ce qu'est un Shinigami, compte pas sur cette chanson pour te l'expliquer clairement, c'est pas son but. Moi je trouvais ça plutôt clair. Oui, mais toi tu connais l'histoire. Donc en soi, on a des chansons d'introduction de perso parce que de fait, la première chanson d'un personnage dans une pièce, c'est sa chanson d'intro, mais on n'a pas des chansons de présentation à proprement parler, comme ça peut être le cas dans d'autres pièces. Et même pour la chanson d'introduction du cirque, c'est plus les personnages qui servent la situation que la situation qui sert les personnages. À la limite, si cette chanson est la chanson d'introduction de quelqu'un, c'est celle de Joker, car elle nous fait comprendre son identité et son rapport aux autres. Et la chanson de Snake, je veux dire, si ça c'est pas une chanson d'introduction, faudra me dire ce que c'est, hein. Effectivement, pour le coup, c'est un des seuls personnages qui a ce qui s'apparente le plus à une chanson d'introduction, ou disons plutôt de présentation. J'ai bien dit s'apparente, car encore une fois, même si la chanson nous fait comprendre qui il est, son tempérament, son caractère, etc., elle décrit plus la situation que le personnage. Bon après, si on part comme ça, on peut se mettre à chipoter pendant des heures et rien ou tout peut être des chansons d'intro. Par exemple, la première chanson que chante Sissi avec son père dans Elisabeth, bah en soi elle décrit plus la situation que le personnage, mais bon, si elle est là, c'est clairement pour nous faire comprendre qui est le personnage, parce que je veux dire, honnêtement, ce qui se passe dans cette chanson n'est pas très intéressant. Pour Snake, c'est un peu kiff-kiff. Bon après, honnêtement, est-ce qu'une chanson est une chanson d'intro, de présentation ou de je sais pas quoi? On s'en fout. Ce qui compte, c'est pourquoi elle est là. Le but de ma vie n'est pas de chercher à savoir si la première chanson d'un perso est une chanson de présentation ou non. Ça va bien plus loin que ça, car dans une comédie musicale, toute chanson se doit d'avoir un intérêt. Que ce soit présenter le personnage, mettre en scène une action ou des tas d'autres trucs. Justement, en vrai, je la trouve un peu chelou cette chanson. Je veux dire, elle se passe même pas pendant la scène même, mais plutôt après l'action, ce qui est bizarre vu que ça met un peu les scènes sur pause. Genre, il interrompt l'histoire pour taper la chansonnette. Après, bon, sa chanson elle est très cool, hein, et ok, ça correspond avec ce qui se passe dans le manga, et c'est logique qu'il chante ces trucs-là à ce moment-là, mais à ce moment-là, si on part comme ça, ben, chaque perso du cirque pourrait avoir sa chanson à un moment donné. Je veux dire, avec l'histoire que c'est, il y a de quoi faire. Pourquoi lui spécifiquement, surtout qu'on venait de le présenter, même pas 10 minutes avant, dans la grosse chanson qui introduit les membres du cirque? Pourquoi lui spécifiquement lui avoir fait une chanson tout seul à ce moment-là? Ça n'a pas de sens. Et bien justement, si très vite on se rendra compte que Snake est un peu à part du reste de la troupe, et lui mettre sa chanson à lui tout seul, surtout juste après la grosse présentation de tout le monde, l'illustre à la perfection, puisque je trouve elle contribue un peu à son isolation, fait qu'il y aura également son importance dans la suite de l'histoire de Black Butler. Encore un truc qui montre que les metteurs en scène et les paroliers savent où ils vont, qu'ils connaissent leur sujet. Bon, il y aura bien des autres personnages qui auront aussi une chanson à eux, mais c'est clairement pas pour les mêmes raisons. Bref. Même si dans les faits tous les musicals ont obligatoirement des chansons d'intro de personnages, ils n'ont pas tous des chansons de présentation. Même si ici c'est un cas un peu plus particulier étant donné qu'il s'agit d'une suite avec des personnages qu'on connaît donc déjà, ce qui fait que la plupart des chansons d'intro n'ont clairement pas le même impact que si c'était la réelle première apparition du personnage dans l'histoire. Attention, j'ai dit pas le même impact, mais en aucun cas moins d'impact. Les chansons servent juste quelque chose de différent parce qu'elles doivent servir quelque chose de différent. On a toujours cette claire envie de raconter l'histoire, de mettre le spectateur dans le contexte. Chaque chanson est ainsi pensée en ce sens, et c'est à travers ça, ainsi qu'à travers les dialogues, qu'on sera invité à la rencontre des différents personnages, sans qu'on ait des chansons à la « je m'appelle comme si et voici mon caractère ». Bon après on a bien It's Not Rewarded à la fin de la pièce qui est plus un gros kiff de Sebi qu'autre chose, mais bon, c'est la dernière chanson de la pièce et elle est plus là en guise de conclusion qu'autre chose. En fait, les chansons restent tout simplement cohérentes et logiques avec la mise en scène qui a été instaurée. Elles servent le propos, sont pertinentes et... Non, non, on va pas parler de Sally Knight, casse pas mon groove, ok? Sally Knight est une chanson de Kuroshi Juji Noah's Ark Circus, apparaissant dans la pièce comme un cheveu sur la soupe et n'ayant aucun putain de sens ni de grand intérêt. On peut passer à la suite? Bon, avant de passer au dernier point, on va faire un petit aparté sur les paroles en elles-mêmes. Vous me connaissez, j'évite d'analyser les figures de style, etc. dans des langues qui ne sont pas ma langue maternelle, mais là, si j'ai décidé malgré tout de m'attarder sur les paroles, c'est parce que eux ont décidé de te foutre de l'anglais toutes les deux chansons. En général, je suis vraiment pas fan des mix de langues dans les chansons,
La plupart du temps ça fait très kéké. Mais bon, là on pourrait expliquer cela par le fait que l'histoire se passe en Angleterre et qu'il voulait faire référence à ça. Bon, en vrai, j'ai pas énormément de trucs à dire sur le sujet, si ce n'est que leur accent anglais est explosé au sol, mais en même temps ce sont des japonais qui ça étonne. Même que parfois les jeux de rythme entre les différentes langues apportent un certain dynamisme, comme dans la dernière chanson où Sébastien chante au refrain It's not rewarded, soredake. Je sais pas, je trouve que ça sonne bien. Et puis on a aussi carrément des jeux de mots, comme dans la chanson de Snake où il dit Wild said that, omae no seida, ce qu'on pourrait littéralement traduire par Wild a dit que c'était ta faute. Parole originale pour le coup basée sur le fait que say that dit que en anglais et seida, ta faute en japonais, ont de grandes similitudes au niveau des consonances et des allitérations. Voilà, perso, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée. Bon, après on a toujours cet éternel problème que certains comédiens ne sont pas très justes, mais j'ai envie de dire avec les Kuromyo, on commence malheureusement à avoir l'habitude. Et puis, comparé à avant, on peut quand même s'estimer heureux que ce soit vraiment juste 2-3 persos. Nous voilà enfin en pas costume, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Je sais que vous l'attendiez car il ne vous aura pas échappé que les costumes de cette pièce sont tout simplement à tomber par terre. Bon, on ne s'attardera pas sur Sebi qui a exactement les mêmes vêtements que dans la pièce précédente, ni sur Ciel qui a, comme d'hab, de nouveaux habits, mais garde globalement le même style. En revanche, pour ce qui est des nouveaux persos, alors là, ça envoie du très lourd. Les costumes sont tous super travaillés et détaillés, si bien dans le design que dans les différents tissus utilisés, tout en restant super fidèle au manga. Plus que des costumes, ce sont véritablement de très beaux vêtements, même pour ceux ayant un design très particulier qui pourrait vite paraître cheap. J'aime particulièrement le travail effectué sur la main squelette de Joker, un gant dans lequel on a vraisemblablement ajouté des phalanges pour donner cet effet de longue main squelettique. Niveau résultat, ils auraient pas pu mieux faire. Et Soma et Agni ne sont pas en reste. Je vous rappelle qu'à la base, la dernière fois qu'on les a vus dans une pièce, leur design ressemblait à ça. Content de voir qu'ils ont enfin le respect qu'ils méritent. Et bien sûr, c'est sans parler du travail de perruque et de maquillage, qui ne vous aura certainement pas échappé. Là encore, tout est mis en œuvre pour respecter un maximum le support de base, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le challenge a entièrement été réalisé. C'est drôle parce que si Black Butler avait été un truc occidental et avait été joué chez nous, on aurait crié au blackface pour Soma et Agni, alors que les comédiens qui sont japonais à la base se sont juste basanés la peau pour rendre au mieux hommage aux personnages qu'ils incarnent, donc par pur et simple respect pour ceux-ci. C'est dans ces cas-là qu'on voit clairement la différence de culture entre le Japon et ici, où les gens râlent à tout bout de champ et voient le mal là où il n'y en a pas, alors qu'au Japon, ils en ont absolument rien à faire. Le seul truc que je pourrais reprocher au costume des personnages, c'est que, historiquement parlant, c'est la foire à la saucisse. Mais pour le coup, c'est pas au costumier de la pièce qu'il faut s'en prendre, mais à l'auteur du manga. Je voudrais dire à cette pièce, merci. Merci de nous avoir donné un ciel qui a enfin l'âge d'être ciel. Merci de nous avoir donné un ciel qui sait enfin jouer correctement. Merci de nous avoir donné le ciel que les fans méritaient. Ryo Ichikawa a compris son personnage comme jamais ça n'avait été fait auparavant. Fini le ciel froid et impassible des premières pièces et bienvenue au ciel original, souvent dur, certes, mais aussi sensible, espiègle, râleur, provocateur, bref, un enfant qui a vécu des choses terribles, mais un enfant quand même. Ryo arrive à retranscrire chaque émotion de son personnage à la perfection et ce en dépit de son jeune âge, à moins que ce soit cela précisément qui ait fait qu'il ait si bien réussi à le comprendre, le fait que Ciel et lui aient le même âge. Et en plus de ça, on sent plus fort que jamais cette complicité entre Ciel et Sébastien. Ça va même au-delà des personnages, on sent que les comédiens ont une réelle alchimie entre eux, ce qui fait mieux que jamais fonctionner ce duo iconique. On retrouve là véritablement les Ciel et Sébastien que les fans connaissent, et c'est bien sûr sans parler de Furukawa qui nous a encore une fois offert une performance du tonnerre en tant que Sébastien, tant par ses expressions faciales, ses mouvements, ses intonations, le fait qu'il ne cligne jamais des yeux, bref, personne n'aura jamais mieux joué notre démon favori que lui. J'aimerais quand même décerner 3 mentions honorables. La première à Joker, interprété par Miura Ryosuke, qui, même s'il a un jeu parfois un peu bizarre, arrive à nous transmettre de très belles émotions. La seconde à Kote Shinya qui nous offre un Baron Kelvin du feu de Dieu. Et enfin la troisième à notre Fred Aberlan national, toujours joué par le comédien Takagi Shun, qui est tellement drôle que les acteurs ont du mal à se retenir de rire en pleine scène, à tel point qu'ils ont dû se cacher dans leur costume pour que le public ne remarque pas trop qu'ils sont morts de rire. Même Furukawa n'y a pas échappé, c'est dire. Bon, après on a aussi Undertaker qui semble être complètement insensible, mais à ce niveau-là je crois que le comédien n'a tout simplement pas d'âme. Bon,
bon, je crois que vous l'aurez compris, on est encore une fois face à une pièce qui non seulement est excellente en tant que telle, mais en plus de ça respecte à fond ce sur quoi elle est basée, qui en fait une si bonne adaptation que, comme pour les choristes, on n'a même plus besoin de lire le manga. Bien sûr, il y aura forcément quelques petits ajustements qui auront été faits pour que tout puisse s'enchaîner fluidement en 2h30, mais l'histoire est suivie à la lettre, les designs sont fidèles, les interprétations très bonnes, et même si certaines choses auraient pu être amenées un peu plus clairement ou subtilement, on pourrait découvrir cette pièce sans rien connaître du manga sans trop de problèmes, à condition bien sûr d'avoir vu Lycoris. Car Noah's Arc Circus continue sur ce que cette première pièce a instauré, à savoir faire découvrir Black Butler à tout à chacun, et perpétuer également son héritage, car la pièce te fait clairement comprendre que ce n'est pas fini, que les comédies musicales ont bien l'intention de continuer l'histoire, et que ce n'est qu'une question de temps. Et spoiler alert, effectivement. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. Honnêtement, j'ai eu un peu de mal à analyser cette pièce, probablement parce que c'est la première fois que j'analyse une suite directe, car tout est à prendre tellement différemment au niveau de la première apparition des personnages, des chansons, etc. Enfin bref, j'espère quand même que le challenge est réussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, franchement ça m'intéresse. Et si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce qu'un peu de visibilité, franchement, ça fait jamais de mal. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne voulez rien louper pour la suite. En attendant, trêve de blabla, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.